Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle webconférence VK. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits et on vous souhaite la bienvenue, ce qui prouve l'intérêt qu'on va tous trouver autour de ce sujet, de nos intervenants exceptionnels aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enjeu de cette webconférence, c'est d'approfondir la problématique des carrières, de tout ce qui représente les risques et les opportunités autour des carrières, dans ce contexte de nouvelles donnes territoriales qui chamboulent un peu le jeu, et comment vous, individuellement, en tant que cadres territoriaux et acteurs territoriaux, ben, vous pouvez vous en emparer pour piloter au mieux vos carrières. Qu'est-ce que cela change dans le paysage de l'emploi et comment vous pouvez vous projeter là-dessus. Donc, nous avons prévu trois parties. La première qui va concerner l'analyse d'une enquête exclusive VK Opinionway que nous avions réalisée il y a quelques mois en vous interrogeant, vous les acteurs territoriaux, pour avoir votre ressenti sur l'évolution de la fonction publique territoriale, mais aussi de vous au sein de la fonction territoriale et comment vous voyez l'avenir. Et donc, on a des choses très intéressantes qu'on voudrait commenter et enrichir aujourd'hui. Deuxième volet, ce sera un volet très opérationnel sur vraiment comment préparer une évolution professionnelle dans la fonction publique territoriale avec des conseils tout à fait pratico-pratiques. Et puis un troisième volet autour de comment s'emparer du nouvel outil que nous avons VK initié il y a quelques mois qui s'appelle donc Communauté Étoile, qui est le premier réseau professionnel euh, pour la fonction publique territoriale pour vous permettre de faire du réseau entre vous et de vous valoriser et comment cet outil peut devenir un outil de mobilité. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux grands témoins exceptionnels. Alors, Philippe Laurent, qui devait nous rejoindre, a été appelé par le ministre. Malheureusement, on l'a su hier soir et donc il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais il sera remplaçant. On est très heureux d'accueillir Jean-Robert Massimi, qui est donc le directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et qui est un grand connaisseur du secteur. Et puis Stéphane Peintre, qui est le président du syndicat national des DG des collectivités territoriales, qui est président qui effectue en ce moment son quatrième mandat et qui est également DGS de la ville d'Antibes et DGS de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Merci beaucoup à tous les deux. Hein, on est très honorés de vous avoir et il va sans dire que vous êtes des témoins tout à fait exceptionnels comme grands connaisseurs de la vie de la territoriale pour donner ses conseils et pour nous apporter vos éclairages sur ce sujet passionnant. Pour vous, messieurs et mesdames les internautes, juste quelques informations pour vous rappeler qu'on nous aurons plusieurs séquences. Vous pouvez à tout moment poser vos questions en temps réel et nous essaierons d'en traiter un maximum que nous soumettrons à nos intervenants. Et puis, vous aurez aussi l'opportunité de répondre à un ou deux sondages en temps réel et ce sera intéressant pour nous d'avoir à chaud vos perceptions sur quelques sujets importants sur le sujet. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer par la première partie, donc carrière des cadres territoriaux avec le décryptage de l'enquête, de certains points de l'enquête exclusive VK Opinionway. Et donc, je donne la parole à notre premier grand témoin, Jean-Robert Massimi. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer à ce débat. Ce sondage est très intéressant parce qu'en fait, il montre que malgré les évolutions territoriales et certaines inquiétudes qui existent sur la recomposition du paysage territorial, il y a un optimisme et une dynamique des cadres et de la fonction publique territoriale, dynamique, si vous voulez, liée à la fois au métier et à la carrière, et un intérêt propre pour le service public local. Je crois qu'effectivement, le service public local est, si vous voulez, par son caractère concret et effectif, est tout à fait reconnu, non seulement par la population, mais aussi par les agents. Et je trouve que c'est un élément positif qu'on ne souligne pas assez, puisqu'on parle uniquement du nombre de fonctionnaires, alors que ce qu'il faudrait repérer, c'est plutôt ce qu'ils font et à quel point ils sont utiles à la population, notamment les fonctionnaires territoriaux qui ont en charge tous les métiers, j'allais dire, de la société. Deuxième point
sur lequel je veux insister, et qui d'ailleurs est aussi révélé par le sondage, c'est effectivement cette variété des métiers. Et ça, si vous voulez, c'est le premier point de l'attractivité des collectivités. On parle beaucoup d'attractivité dans un contexte de concurrence entre les fonctions publiques, mais je crois que ce qui est important, c'est l'attractivité des métiers eux-mêmes, parce que, je le répète, ces métiers caractérisent bien le service public. C'est-à-dire que quand un agent social dans un département ou un agent technique dans une commune ou une intercommunalité travaille, on en voit très vite l'effectivité, et la population et évidemment les élus en repèrent tout de suite le caractère positif. Donc, si vous voulez, le service public dans le monde local n'est pas une abstraction juridique, même s'il est bon qu'il y ait un encadrement juridique, c'est d'abord un service. Et cette notion de service, sur lequel beaucoup philosophent, est très importante. Moi, je pense que c'est ce qu'on a trop souvent oublié dans les projets de réforme ou autres. On a une approche statistique, on a une approche quantitative, mais la question qu'il faut toujours poser, c'est quelle société nous voulons. Est-ce qu'on veut une société qui aide, qui s'occupe des personnes en situation difficile? Les collectivités, elles ne se posent pas la question, elles y répondent. Il suffit de voir le rôle des conseils départementaux sur le problème du handicap, de l'enfance, de la vieillesse, etc. Donc ça, c'est un point très très important. Enfin, si vous voulez, le service public local a des valeurs communes, et notamment les valeurs d'inscription dans le territoire. Alors évidemment, il n'y a pas le même esprit de corporatisme que dans la fonction publique de l'État, mais d'emblée, un agent sait pour qui il travaille, et pour qui, avec qui. Et le pour qui, c'est à la fois les élus, une équipe politique et éventuellement un projet auquel il peut adhérer ou ne pas adhérer, mais c'est aussi une population qui est visible et un territoire. Et je dirais que ça, c'est une valeur à nouveau concrète. Le service public local est attractif parce qu'il n'est pas abstrait. Moi, c'est ce que je retiendrai de ces éléments de sondage. Et là, comment dirais-je, la fierté territoriale, la fierté d'appartenir à la fonction publique territoriale est très importante. Parce que si vous voulez, c'est une fonction publique récente, 1984, donc on pourrait dire finalement par rapport à la fonction publique de l'État qui a toute une histoire, toute une légitimité, toute une autorité régalienne, la fonction publique territoriale est nouvelle, elle se cherche. Bien non, on se rend compte qu'en fait elle s'est très très vite, très bien structurée, parce qu'elle a été pensée très intelligemment, notamment avec la notion de filière et de cadre d'emploi, que d'ailleurs la fonction publique d'État nous envie, et que de ce fait, on peut appartenir, être fier d'appartenir à la fonction publique territoriale, tout en gardant l'identité de son métier. Et c'est-à-dire qu'on peut être fier d'être territorial en étant un juriste de haut niveau ou en étant menuisier. Et alors que finalement, dans la fonction publique de l'État, on est plutôt noyé dans une notion à nouveau abstraite. Et je crois que ce qui fait cette fierté, c'est qu'effectivement, il y a le service public rendu, mais il y a aussi cette appartenance à un métier, à une filière qui est respectée et qui est utile. Et d'ailleurs, ces filières se sont constituées entre 1984 et 1989-90, et peu à peu, elles ont englobé la totalité des métiers. Et du reste, on voit qu'à travers toutes les réformes qui ont pu avoir lieu depuis, on n'a jamais remis en question ce modèle, et au contraire, chaque fois qu'on réfléchit sur une réforme de la fonction publique de l'État, à nouveau est reposée la question de est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le modèle de la territoriale pour restructurer et assouplir le système de l'État, puisqu'effectivement, ce système est souple. Alors, sur la mobilité, j'allais dire, la mobilité est un peu la conséquence de tout ce qu'on vient de dire. La mobilité la mobilité de la fonction publique est différente de celle de l'État
D'abord parce qu'elle est beaucoup moins obligatoire. La mobilité dans la fonction publique de l'État est d'abord, j'allais dire, une structure juridique, une obligation, un parcours, etc. Dans la fonction publique territoriale, sauf quelques exceptions, on ne va pas rentrer dans des éléments juridiques trop précis, la mobilité est liée à la volonté, elle est individuelle, volontaire, et j'allais dire, elle correspond à ce que d'ailleurs dans tout autre domaine, même dans le secteur privé, on constitue son propre parcours. On peut vouloir une mobilité fonctionnelle mais pas géographique, on peut vouloir une mobilité géographique mais pas fonctionnelle, on est dans un système relativement libre. Alors, le fait qu'il y ait cette liberté dans la mobilité, évidemment plus importante pour les cadres, a un, comment dirais-je, un effet, et le premier effet, c'est effectivement qu'il y a un marché de l'emploi dans la fonction publique territoriale. Je pense qu'une des caractéristiques de la fonction publique territoriale par rapport à l'État, c'est qu'il y a un marché de l'emploi, et ce marché de l'emploi s'organise peu à peu, alors avec des réseaux, avec aussi, j'allais dire, une concurrence où apparaît à nouveau la notion d'attractivité. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui fabriquent, passez-moi l'expression, de l'attractivité beaucoup plus que d'autres. Ça peut être dans le régime indemnitaire, ça peut être aussi dans la protection sociale complémentaire, dans l'action sociale. Il y a tout un panel d'outils au-delà de l'intérêt propre des métiers qui font que certaines collectivités, parce qu'elles en ont les moyens ou la volonté, sont plus attractives que les autres. Et cette concurrence qui n'est pas négative fait qu'effectivement, il y a, comme dans le secteur privé, une certaine forme de concurrence, de marché de l'emploi. Ce marché de l'emploi, pour l'instant, n'est pas vraiment organisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution publique qui le prend en charge, un peu le CNFPT pour les cadres supérieurs, un peu les centres de gestion pour les cadres, pour les autres, mais si vous voulez, ça n'est pas un sujet majeur de gestion des ressources humaines. Ça pourrait le devenir, et je pense que ça va le devenir si on veut réfléchir un peu sur l'avenir, au-delà des réflexions purement statistiques sur il y a trop ou pas assez de fonctionnaires. Je pense que le problème, c'est comment penser une mobilité qui justement intègre les réformes territoriales, les évolutions démographiques, etc., etc. Et je pense que dans les années à venir, un DRH devra intégrer dans son métier, au-delà des aspects juridiques, de gestion de la formation ou autre, l'anticipation de la mobilité. Mobilité qu'elle soit d'ailleurs interne, externe, géographique, en matière de carrière, etc. C'est valable d'ailleurs, et beaucoup de départements se posent actuellement le problème, ou de CCAS, pour les travailleurs sociaux qui, après un certain âge, sont un peu usés ou fatigués, et donc se pose la question du maintien dans l'emploi. Et ce problème du maintien dans l'emploi nécessite de réfléchir finement sur la mobilité pour que justement cette mobilité ne passe pas pour une sanction ou une éviction de la personne. Donc c'est un très gros sujet de demain qui pour l'instant est vraiment, à mon avis, au tout début, parce qu'il y a très peu de supports juridiques, hein, il y en a quelques-uns, mais il n'y a surtout pas de vision stratégique. Et évidemment, de ce point de vue-là, les collectivités sont peut-être un peu moins armées que l'État, parce que l'État, étant un employeur unique, peut en quelque sorte maîtriser les équilibres divers. Les collectivités sont libres et indépendantes, et donc il faut trouver des organismes communs. Les centres de gestion jouent ce rôle, les intercommunalités à terme devraient le jouer, les régions aussi pourraient le jouer, mais il y a à construire un modèle d'organisation publique de la mobilité qui pour l'instant en est à ses débuts. Voilà. Alors ça c'est un point de vue, je dirais, plus prospectif, mais qui me paraît important. Merci beaucoup Jean-Robert Massimy pour cette analyse très intéressante. Mesdames et messieurs les internautes, on va vous proposer de répondre en temps réel au petit sondage qui est en train de s'afficher
sur votre écran. Et donc, on voudrait savoir si vous, personnellement, en ce moment, vous êtes à l'écoute du marché de l'emploi. Évidemment, c'est un sondage totalement anonyme. C'est simplement, c'est intéressant pour nous d'avoir le chiffre et pouvoir sentir un petit peu la chose en temps réel. En attendant que nos internautes puissent répondre au sondage, je vous propose d'échanger autour du sujet qu'on vient d'aborder. Est-ce que vous avez l'intuition, l'impression que l'arrivée de jeunes générations qui peuvent avoir des parcours assez différenciés aujourd'hui dans les territoriales change aussi cette envie, ce besoin de mobilité? Est-ce que ça infléchit les choses, ça les accélère ou comment sentez-vous cela? Oui, je crois que l'arrivée de jeunes, alors je ne sais plus si la génération X ou Y, enfin, je ne sais plus où on en est des générations, change les choses parce qu'effectivement, eux, ils n'ont plus la même notion de carrière stable, si vous voulez. D'abord, ils savent d'emblée qu'ils feront des carrières en partie dans la territoriale, en partie à l'État ou en partie dans le secteur privé. Donc, j'allais dire, ils ont une culture de la mobilité avant même d'être fonctionnaires. Beaucoup aussi sont tout à fait, j'allais dire, sceptiques sur la structure statutaire et acceptent d'être contractuels, puis après de partir, de revenir. Donc, je pense que sur ce sujet de la mobilité, les jeunes ont une toute autre vision des choses. D'accord. Je parle surtout des jeunes cadres. Pour le reste, c'est un peu différent. Pour eux, là, comment dirais-je, les collectivités sont un acteur économique comme d'autres. Et c'est vrai que, pour en avoir parlé avec certains, ils aiment bien le monde local parce qu'ils sentent que la dynamique politique est un peu comme la dynamique d'un chef d'entreprise. Le maire peut, j'allais dire, mener des politiques publiques de manière assez souple et ça peut les intéresser, mais ils peuvent venir, j'allais dire, plutôt sur une logique projet que sur une logique carrière. Et ça, je pense que c'est la nouveauté. Oui, on sent que c'est un élément très fort, ça. Est-ce que, du coup, ce qui est quand même malgré tout la surprise, l'élément fort de ce sondage, c'est que la majorité des cas, on nous dit qu'ils sont dans des démarches proactives en matière de gestion de carrière, qui sont à la recherche de missions intéressantes à mener. Ils sont vraiment, ils se projettent dans l'avenir. Ils n'attendent pas qu'on vienne les chercher. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez l'impression que côté donc employeur, fonction publique territoriale, il y a un équilibre? C'est-à-dire, est-ce que l'employeur, fonction publique territoriale et les différentes structures seront au rendez-vous pour être à l'écoute de cette envie de mobilité, de variété de missions? Vous disiez, hein, beaucoup de cas territoriaux sont intéressés à être impliqués sur des chantiers, sur des projets finalement. Est-ce que là, il y a une vraie adéquation ou est-ce qu'il y a encore un petit décalage et qu'il y a des réglages? Il y a partiellement une adéquation parce qu'effectivement, les employeurs sont, je dirais, aussi renouvelés en termes de génération et eux aussi fonctionnent en termes de projets dynamiques. En revanche, effectivement, l'employeur est assez attaché à la fidélité de l'agent. Et les employeurs sont parfois, comment dirais-je, un peu en contradiction avec eux-mêmes quand ils disent oui, on est pour la mobilité, mais pas des collaborateurs, parce que moi j'ai choisi les meilleurs, donc je les garde. Ouais. Ça, c'est bon. Je veux dire, ça, c'est un côté un peu psychologique. Plus fondamentalement, je pense que et employeurs et agents ont cette même logique de projet, de proactivité, d'efficacité. Et ce qui fait qu'on peut, avec ce renouvellement des générations, avoir une nouvelle configuration, au fond, de la dynamique du service public local. Très bien. Alors, entre-temps, on a eu le retour du sondage des internautes. Merci à tous d'avoir répondu. On a 84% de réponses positives. Donc, on a 84% de nos internautes qui sont à l'écoute du marché actuellement et donc qui confirment complètement, voire amplifient ce qu'on avait déjà pisté dans le sondage de début d'année. Donc, on va essayer de les alimenter au maximum et de leur donner un maximum d'éléments pour se mettre dans cette dynamique de façon qualitative. Merci beaucoup, Jean-Robert. Je vous propose que nous passions à la deuxième partie avec donc Stéphane Peintre autour de choses, disons, concrètes, autour de
de comment préparer son évolution professionnelle et quelques conseils, on va dire, concrets. Stéphane Peintre est bien placé pour cela puisqu'il est à la fois un DGS de longue date et en tant que DGS, il a eu beaucoup d'embauches à faire. Donc, quelqu'un qui a vraiment l'expérience de recruter des profils extrêmement divers. Et en même temps, en tant que président du syndicat des DGS, ce sont des problématiques qui sont au cœur de vos problématiques depuis de longues années. Et donc, je pense que son point de vue est extrêmement intéressant pour nous tous. Donc, Stéphane, je vous passe la parole si vous le voulez bien. Voilà, avec une première reprise d'un retour également du sondage de début d'année autour des enjeux clés de la fonction publique territoriale tels qu'ils sont perçus par les cadres territoriaux. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous semblaient intéressants à souligner. Alors, merci de votre invitation, tout d'abord. Effectivement, Jean-Robert Massini l'a dit, il y a un marché de l'emploi dans les territoires. C'est un marché de l'emploi qui est en devenir. Effectivement, il n'est pas... Et on voit bien parmi les cadres, puisqu'on s'adresse essentiellement aujourd'hui à des cadres, on voit bien qu'il y a une volonté de mobilité qui s'accroît sur les territoires et dans le cadre de la fonction publique territoriale. On est passé d'une fonction publique territoriale qui était essentiellement centrée sur les communes et donc qui était très attachée au territoire communal et donc avec peu de mobilité à aujourd'hui une fonction publique territoriale qui, sur des territoires divers et des structures de plus en plus diversifiées, notamment avec les régions, les départements, mais surtout l'intercommunalité, avec on le voit, une volonté de mobilité beaucoup plus forte. Et donc, avec un marché de l'emploi attractif, il ne faut pas négliger cela, la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics représentent un marché de l'emploi attractif pour des jeunes étudiants, pour des personnes qui veulent aller, y compris pour des gens qui sont déjà dans la fonction, dans le privé par exemple, pour devenir des cadres dans les collectivités territoriales. Donc, on voit bien dans le sondage que vous avez fait qu'une grande partie des réponses considèrent que la fonction publique territoriale les territoires offrent des carrières stimulantes et qu'elle permet de faciliter la mobilité professionnelle entre les différentes fonctions publiques. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Il y a problématiques réelles sur les mobilités entre les fonctions publiques parce que, on l'a dit, la fonction publique d'État est une structure particulière avec des corps. La complémentarité n'est pas évidente. Les métiers ne sont pas toujours les mêmes. Et on a encore des difficultés. Et là-dessus, d'ailleurs, avec les associations professionnelles, on essaie de travailler à un élargissement, à une meilleure interpénétration de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d'État. Voilà, je pense que ce qu'on peut dire sur ce point. Je passe tout de suite à la suivante. Merci. Alors, s'emparer de sa carrière, évidemment pour un cadre, l'intérêt, lorsqu'il est en démarche, et on voit que les cadres qui nous écoutent sont, 84%, c'est beaucoup, dans une démarche éventuelle de mobilité, s'emparer de sa carrière, c'est-à-dire avoir évidemment une vision à la fois rétrospective et prospective sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on veut faire. Et dans cette réflexion, mettre en avant ces réalisations, ça veut dire qu'il faut pouvoir, dans le cadre d'un CV qu'on va construire ou dans le cadre d'un entretien auquel on va participer, il faut pouvoir je n'aime pas le terme se vendre, mais se mettre en valeur, valoriser ses acquis. Alors, pour se mettre en valeur, cette mise en valeur, elle peut se faire tout au long de la carrière, d'abord par la formation, par la participation du
cadre à des formations, à la fois pour enrichir ses connaissances, mais surtout cultiver son milieu professionnel. Les formations, la participation à des colloques, à des conférences, la participation à des associations professionnelles, c'est se rendre visible, effectivement, puisqu'on est dans un milieu, la fonction publique territoriale, les cadres dirigeants ont la chance soit d'avoir un métier particulier, juriste, on est comptable, on est ingénieur, mais on travaille au sein d'une collectivité, au sein de collectivités qui sont multi-métiers, dans un but qui est celui, bien sûr, de l'intérêt général, mais qui est au service d'une stratégie qui est définie par des élus sur un territoire plus ou moins important. Et donc, ces cadres, ils ont tout intérêt à partager, à se connaître, à la fois bien sûr, dans la collectivité dans laquelle ils travaillent, ça paraît évident, mais aussi entre eux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement ouverts sur toutes les expériences qui se font sur l'ensemble des territoires. Et on ne peut pas, j'avais d'ailleurs été surpris dans le cadre du sondage, 5%, je crois, des personnes interrogées qui disent qu'elles ne font rien, en quelque sorte. Même, ça me paraît beaucoup déjà, 5%, parce qu'on ne peut pas, quand on est cadre territorial, on ne peut pas rester enfermé dans son bureau. On ne peut pas rester enfermé dans son bureau, ça paraît pas difficile. Compatible. Et évidemment, en plus, si on veut bouger, c'est-à-dire que si on a une perspective de mobilité, une perspective de carrière, il est évident qu'on ne peut pas attendre dans son bureau qu'on vienne vous chercher, à moins d'être une sommité dans un domaine très particulier. Il va falloir aller à l'extérieur, et c'est tout l'intérêt de la territoriale, puisqu'on l'a dit, il y a 50 000 employeurs territoriaux, il y a beaucoup de territoires, beaucoup de collectivités, beaucoup de possibilités d'emploi qui permettent ces mobilités, mais pour cela, effectivement, il faut avoir une démarche proactive. Voilà. Alors après, se rendre visible, il y a aussi les réseaux, l'ensemble des réseaux. Le réseau étoile sur lequel nous sommes aujourd'hui, les réseaux sociaux, évidemment, qui sont aujourd'hui des outils absolument dynamiques et incontournables dans une carrière professionnelle dont il faut user avec modération et perspicacité, parce qu'effectivement, il y a derrière des enjeux importants. Et aujourd'hui, l'employeur, quel qu'il soit, il va sur ces réseaux sociaux. Donc, ce que vous êtes sur un réseau social, votre employeur, de manière générale, il peut le savoir. Donc, c'est très important, et c'est vrai dans le privé comme dans l'emploi public, et notamment dans l'emploi territorial, qui est un emploi spécifique, évidemment, puisque nous avons des métiers qui sont les métiers qu'on trouve partout ailleurs, dans la plupart des cas, mais qui est spécifique parce qu'effectivement, il est sous l'autorité d'élus, ce qui fait une particularité, et c'est un emploi qui est au service public. Derrière, il y a des valeurs du service public, il y a toute une éthique très importante. Alors, préparer sa mobilité, c'est la poursuite de ce... On a démarré déjà, on a commencé à aborder le sujet. On a commencé à aborder le sujet. Je le disais tout à l'heure, changer d'employeur. Il y a beaucoup d'employeurs. Changer d'emploi, c'est pas forcément changer d'employeur. Changer d'emploi, la fonction publique territoriale permet de très grandes possibilités de formation et a servi pour beaucoup d'ascenseurs sociaux. On parlait du Centre national de la fonction publique territoriale tout à l'heure. Nous avons effectivement là, à la fois avec le système de formation qui a été instauré et le système des concours qui permet effectivement à des agents
qui sont rentrés à un niveau déterminé par la formation, de passer des concours et de s'élever dans la carrière. Donc, changer d'emploi, c'est possible par la formation, par les concours. Et ensuite, c'est aussi possible dans le cadre d'une collectivité, surtout les grandes collectivités, effectivement, qui offrent à leurs cadres ou à leurs agents, de manière générale, la possibilité de trouver des postes différents à l'intérieur de la collectivité. Donc ça, je dirais, il faut manifester sa volonté, mais ça se prépare aussi, et c'est un des grands enjeux, M. Massini le disait tout à l'heure, c'est un des grands enjeux des DRH à venir, c'est de favoriser en interne déjà la mobilité de ces agents et de ces cadres, ce qui n'est pas simple, parce qu'effectivement, il y a des agents qui arrivent à un moment de leur carrière où ils peuvent être usés, où ils peuvent être fatigués, etc. Et donc, il faut anticiper à l'intérieur de la collectivité ces changements de poste, hein, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de se former et de passer des concours, tout le monde n'a pas non plus la possibilité de changer de territoire, et que donc à l'intérieur d'une collectivité, il faudra pouvoir de même proposer des changements de poste à un certain nombre d'agents, y compris pour des cadres, parce que dans une grande collectivité, moi je vois bien dans une collectivité que je dirige, où il y a des cadres de très grande qualité qui, au bout d'un moment, n'ont pas forcément envie de partir très loin, mais ils ont fait le tour de leur envie de faire autre chose parce qu'ils ont fait le tour de leur poste et qu'ils pensent qu'ils ont à la fois l'envie et la capacité de postuler sur d'autres postes. Voilà. Et donc, il faut les aider pour cela, et il faut qu'ils s'y préparent. Il faut qu'ils s'y préparent, effectivement, aussi par la formation, par les réseaux. Quand on est au sein d'une collectivité, c'est moins. On n'est pas dans la même. C'est des relations de proximité. Voilà, on est dans des relations de proximité, on n'est pas dans la même problématique que lorsqu'on veut changer de région, ou changer d'employeur. C'est pas toujours simple parce que il y a des collectivités où effectivement le changement n'est pas vécu comme n'est pas forcément vécu comme quelque chose de positif. Ça peut être très perturbateur parce que quand vous avez un cadre qui travaille de manière excellente sur un poste, le voir vouloir changer de poste pour aller faire autre chose, souvent chez le collègue. On n'est pas pressé en général. Voilà, on n'est pas pressé. Oui, parce que ça pose effectivement à la fois la problématique de la conduite du changement dans la collectivité, ça pose aussi des problèmes réels de fonctionnement, parce que quelqu'un qui s'occupe très bien des assurances, par exemple, dans une collectivité, mais si demain il s'en va, il faut trouver l'expert qui saura gérer. Quelqu'un qui soit en capacité de reprendre son portefeuille et de le gérer. Donc, c'est pas toujours très simple. C'est pas toujours très simple, mais là aussi, c'est une culture que doit avoir l'ensemble de l'encadrement de la collectivité. Vous pensez que ça bouge ça un peu dans le bon sens aujourd'hui? Je pense que ça bouge dans le bon sens, oui, bien sûr. Mais il y a encore beaucoup de freins, pour les raisons que je vous donne. Il y a des freins qui peuvent tenir aux élus, parce que aussi, parfois, certains élus, ils n'ont pas trop envie. Ils ont des collaborateurs de qualité, mais ils n'ont pas envie de s'en séparer. Donc, quand on leur dit il y a tel ou tel qui veut changer de poste, bon, ils ne le voient pas forcément d'un bon oeil. Il y a aussi des freins qui tiennent au cadre même, à l'encadrement lui-même, qui ne le voit pas avec forcément beaucoup de. Mais je pense que c'est une nécessité pour la vie d'une organisation, c'est une nécessité que de pouvoir avoir des collaborateurs, des cadres qui changent d'emploi. Alors changer d'employeur, c'est une autre démarche, parce que qui peut s'expliquer soit par une volonté de changer de zone. On va retrouver souvent la même chose. Quand on change d'employeur, c'est pas forcément pour aller dans la ville d'à côté, c'est parfois pour aller beaucoup plus loin. Ça peut être aussi pour se voir confier de nouveaux projets, être associé à de nouveaux projets, comme disait. Changer d'employeur, voilà, il peut y avoir plusieurs.
peut y avoir, il y a rarement une seule, je pense, Seule motivation. une seule motivation. Il peut y avoir plusieurs motivations. Il peut y avoir des motivations qui tiennent à un mal-être dans l'amour-abonné. Bon, ça peut arriver. Il y a des motivations qui peuvent tenir aussi au fait que il y a des projets, des challenges qui peuvent se présenter dans une collectivité et qu'on a envie de les faire, de les accompagner. Ça peut aussi tenir à la volonté de progresser dans sa carrière, hein, d'avoir plus de responsabilités, de changer de grade, parce que parfois aussi, en fonction du grade, les seuils, même si ça reste encore important, hein, la problématique des seuils dans la fonction publique territoriale pour certains grades ou pour certaines fonctions, notamment les directeurs généraux, il est évident que c'est pas. On peut avoir la volonté d'aller dans une collectivité plus importante parce qu'on va avoir une fonction plus importante. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Donc changer d'employeur, ça demande effectivement là aussi de prendre du recul sur sa vie professionnelle, de savoir exactement ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire de même, de savoir pourquoi, parce qu'il va falloir tout ça, il va falloir le verbaliser lors de l'entretien de recrutement. Il faudra verbaliser toute cette volonté, ce pourquoi du changement et du changement d'employeur. Et donc là, nécessité sans doute de faire un bilan professionnel parfois. Hein. Là-dessus, il y a des CNRPT, il y a des structures qui permettent effectivement à des cadres à un moment donné de faire un bilan professionnel. On peut le faire soi-même, mais c'est bien d'être accompagné aussi. Donc pour bien un peu savoir ce qu'on a fait dans sa vie professionnelle et pour pouvoir valoriser ses compétences, c'est-à-dire préparer un curriculum vitae et un entretien de recrutement qui va vous permettre effectivement de mettre en avant vos compétences, sachant que bon, vos compétences techniques, ça dépend bien sûr de l'emploi que vous allez rechercher chez le nouvel employeur. Hein, si vous êtes sur un emploi technique, directeur des finances, directeur juridique, etc., ingénieur dans telle ou telle spécialité, ou si vous êtes sur un emploi plus généraliste, plus managérial encore, comme un emploi de direction générale, c'est effectivement pas la même chose qu'il faudra présenter dans la valorisation de ses compétences, mais dans tous les cas de figure, la question du management sera au cœur d'un recrutement, parce qu'aujourd'hui, les employeurs cherchent non seulement des cadres compétents, techniquement compétents, compétents, mais je dirais que la compétence technique, il y a quand même beaucoup de cadres qui l'ont, heureusement, mais ce qui est recherché aujourd'hui souvent par les directions générales et par les élus, en fonction de la taille de la collectivité et de celui qui recrute, ce sont des capacités managériales. C'est-à-dire c'est la capacité à faire travailler des gens, des gens ensemble, et des gens qui ont des grades différents, qui ont des origines différentes, qui ont des métiers différents souvent. Selon le service qu'on va prendre, on va avoir des gens de métiers très différents, et donc ce qui va être le plus important aujourd'hui dans un choix, c'est cette aptitude au management à mettre en synergie des personnes, conduire une action et en le faisant avec des qualités humaines qui sont nécessaires aujourd'hui, puisque voilà, une des problématiques, bien sûr, de toute organisation, mais sans doute des organisations administratives, c'était la culture du chef, et la culture du petit chef. Et évidemment, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est à bannir, à proscrire totalement de la fonction. Et donc, il faut pouvoir expliquer et démontrer ses capacités à non seulement conduire un changement, organiser
organiser une stratégie dans un service, mais surtout à conduire des hommes et des femmes quotidiennement. Très bien. Pour terminer, un petit mot sur le réseau. On a eu donc un plébiscite de l'utilisation du réseau sous toutes ses formes. Et donc ça aussi, c'est un point très positif pour la fonction publique territoriale. Ça prouve quand même qu'on a une grande maturité du secteur sur ce genre de posture. C'est là où on retrouve les 5%, effectivement, en rouge, de personnes qui disent n'utilisez rien de tout cela. Non, le réseau, évidemment, aujourd'hui, je crois que la fonction publique territoriale, et c'est son organisation, c'est sa multiplicité des employeurs, sa jeunesse, ses métiers divers, l'organisation de filières, de grandes filières techniques, administratives, sociales, etc., qui fait que le réseau est indispensable. Alors, le réseautage, pour employer ce terme un peu, le réseautage est indispensable parce qu'il y a besoin de se connaître, de savoir ce que font les autres, sur les territoires, de ce que font les autres collègues, mais pas simplement ceux qui font le même métier que vous, ceux qui font des métiers qui sont, qui sont dans votre champ de responsabilité. Alors évidemment, pour les directeurs généraux, pour les équipes de direction générale, ça couvre tous les métiers. Ça couvre tous les métiers et évidemment, le réseau est particulièrement important. Mais c'est vrai, je pense, pour l'ensemble des cadres, les juristes, les directeurs de ressources humaines, les directeurs des finances, les cadres techniques avec des spécialités diverses. Il ne faut pas s'enfermer dans son métier. Il ne faut pas s'enfermer dans sa spécialité. Je pense que c'est une erreur. Je le vois bien maintenant avec les ingénieurs. Par exemple, beaucoup d'ingénieurs viennent de grandes écoles. Ils ont leur réseau d'écoles qui font fonctionner les ingénieurs des mines, de centrales, etc. Et ils ont raison parce que ce sont des réseaux très actifs aussi, mais ils ont très bien compris, lorsqu'ils sont dans la territoriale, que ce n'est pas le seul réseau. Autres fonctions, Et il faut s'ouvrir à d'autres, en tout cas ceux qui veulent qui veulent sortir de leur rôle de pur technicien. Ils savent qu'il faut avoir aujourd'hui une ouverture beaucoup plus large, à la fois pour connaître, mais aussi pour se faire connaître. Voilà. Et une ouverture plus large sur d'autres réseaux, notamment les associations professionnelles, que ce soit l'association des ingénieurs territoriaux, puisqu'on parle des ingénieurs, celle des administrateurs, ou le syndicat pour les cadres de direction générale, qui est un syndicat, qui n'est pas une association professionnelle, mais qui est quand même, qui a un fonctionnement très largement d'association professionnelle, de syndicat professionnel. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Peintre. Pendant qu'on va échanger sur les questions qui nous ont été envoyées par Internet, nous proposons donc aux internautes de répondre à un deuxième petit sondage en temps réel. Et de votre côté, utilisez-vous les réseaux comme levier de mobilité? Et donc, quand on parle de réseaux, c'est que ce soit les réseaux associatifs ou les réseaux sociaux. C'est une question clé dans la prise en main de sa carrière et ça nous intéresserait d'avoir votre réponse là-dessus. Pendant ce temps-là, Stéphane, je vais vous poser quelques questions qui nous ont été remontées. La première concerne, je vais vous la lire, comment un cadre territorial pourrait-il valoriser sa carrière dans le cadre restreint des avancements de grade qui se réduisent? Le vivier des postes se réduit avec les mutualisations et les fusions. Il y a deux choses différentes là. Il y a deux sujets différents. Les avancements de grade se réduisent, je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a on est en plein dans la mise en place des accords des PPCR du précédent gouvernement. Il y a eu un élargissement quand même, un certain élargissement des postes, ne serait-ce que dans la filière administrative, avec la création du cadre d'emploi des attachés hors classe. Donc, il y a un élargissement. Alors après, effectivement, arrivé à un certain âge,
la territoriale a permis, ces 30 dernières années, des avancées de carrière très importantes. Donc, il faut aussi avoir un regard rétrospectif. C'est sûr que quand on est arrivé à un moment donné de sa carrière et qu'effectivement on a l'impression qu'on plafonne, il faut regarder ce qu'était la carrière il y a 20 ans en arrière sur le même grade. Alors, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de très rassurant que de dire bon, mais regardez avant, c'était pire. Donc, bon, je crois que l'évolution de la carrière, elle se construit, elle continuera de se construire. Il y aura des négociations, il y a un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, je pense qu'il y aura des évolutions qui se feront. Aujourd'hui, la carrière d'un cadre administratif, si je prends l'exemple d'un cadre administratif, elle est quand même très valorisante. Voilà, elle est quand même très valorisante, d'autant qu'on peut à la fois, par des concours, par des examens professionnels, parfois même par la seule promotion interne, progresser assez rapidement. Voilà, donc, je ne crois pas que ce soit un frein, au contraire. Bon. Et puis on est dans un processus aussi en marche, je comprends qu'il pour les directeurs généraux, effectivement, il y a une inquiétude, forte qui est née du fait des fusions récentes, que ce soit les régions, mais c'est peu important, ou les intercommunalités, et qui a abouti effectivement à la suppression d'un certain nombre de postes. Bon, ça c'est une réalité. Il faut gérer la transition. Voilà. Moi, je ne crois pas à la fin des fonctions de direction générale, parce qu'on me pose souvent cette question, et je réponds que non. Il y a une mutation, ce sont des fonctions qui mutent, en même temps que les collectivités territoriales mutent, les fonctions de direction générale mutent. Certaines, à un moment donné, il y avait des postes, effectivement, aujourd'hui, avec le phénomène des fusions, il y en a moins dans un certain nombre de cas, mais il y a des postes plus intéressants aussi, plus importants, parce que quand vous fusionnez 4 ou 5 petites communautés de communes, vous avez une grosse communauté de communes et vous avez un poste plus intéressant. La difficulté, c'est effectivement de gérer la transition, comme dans toute process de ce type. Quand il y a une mutation, il y a effectivement des personnes qui, à un moment donné, avaient été dans une situation et qui en sortent. Et donc, il faut gérer cette sortie de situation. Nous, notre organisation a tout fait pour essayer de l'accompagner. C'est pas facile, et je comprends que certains puissent être inquiets sur ces questions-là, mais je ne crois pas que ça remette en cause l'intérêt des métiers de cadre dans la fonction publique territoriale. Moi, je me permets de faire une petite remarque qui m'a été confiée par un certain nombre de DGS de grandes collectivités, y compris de métropole. Et à ma grande surprise, on a des DGS qui nous disent qu'ils ont énormément de difficultés à attirer les meilleurs, même sur des magnifiques métropoles, des magnifiques régions. Ce qui veut dire que même dans ce contexte où apparemment on a une réduction de postes de DGS, finalement, il y a quand même de très beaux postes qui sont à pourvoir et qui sont encore qui sont disponibles. Donc, il y aura toujours, je pense, des opportunités. C'est un marché qui va se renouveler, effectivement. Le marché des cadres, si on parle des cadres dirigeants ou des cadres territoriaux, est un marché qui est dynamique. Voilà. C'est un marché qui est dynamique. Alors, c'est un marché, effectivement, qui peut être avec des pics, avec des hauts et des bas, ça c'est vrai, notamment sur les emplois de direction générale, parce qu'effectivement, il y a des périodes électorales, donc il y a des périodes moins favorables aussi. Il y a des périodes où le changement est plus important qu'à d'autres, c'est la logique de cette construction, mais de manière générale, le marché est un marché dynamique pour l'ensemble des cadres. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a des difficultés à trouver des cadres, et que les collectivités ou les grandes collectivités recherchent des cadres compétents, et que parfois elles ont du mal à recruter. Et pour des raisons, on peut expliquer tout à l'heure, effectivement il y a de la concurrence, il y a
il peut y avoir des différences. Il y a des différences géographiques. Tout le monde n'est pas mobile sur tout le territoire. Il y a des différences d'intérêt. Il y a sans doute on peut avoir une vision de telle ou telle région, de telle ou telle collectivité différente. Bon, il y a des collectivités qui attirent plus que d'autres, bon, à tort ou à raison. D'où l'intérêt de développer l'attractivité aussi territoriale pour les territoires. Et ça, nous, on a l'impression que c'est une vraie demande, une vraie prise de conscience récente de certains territoires que développer l'attractivité territoriale en tant qu'employeur, c'est devenu quelque chose d'assez stratégique. Et ça le deviendra sûrement encore plus dans le futur. De toute façon, je crois que les collectivités l'ont bien compris depuis un moment. Et puis, il y a eu tout un tas, même si effectivement, elles ne se sont pas vraiment organisées pour ça. Il y a eu des tentatives de salon de l'emploi public, etc. Ça démarre. Ça n'a jamais vraiment bien fonctionné parce qu'il y a un petit côté. Quand même très de chacun chez soi. Mais effectivement, il y a des collectivités qui commencent à y réfléchir. Qui réfléchissent et qui s'organisent et qui font, notamment sur leur réseau, valorisent, sur leur site internet. Vous avez des grandes collectivités qui consacrent des pages entières à leur image employeur. Leur image employeur, c'est très important. Et je pense que ça aussi, c'est un devenir, c'est ce marché de l'emploi, c'est un devenir parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les employeurs, les élus, les employeurs territoriaux sont peu intéressés à ces problématiques de ressources humaines. Et donc, ils ne sont pas toujours forcément mis en place les outils pour valoriser. Mais ça commence à mûrir. Ça change vite. Ça change vite. Nous avons un internaute qui a rebondi sur une remarque que vous avez faite tout à l'heure. Sur le fait que ce qui était dans les métiers, il ne faut pas se concentrer que sur la partie expertise, mais aussi sur le savoir managérial, etc., sur le reste. Et donc, on a un internaute qui fait cette remarque. Un travail à faire reste sur les fiches de poste qui sont encore trop orientées sur les missions d'expertise. Donc là, ça va aussi dans le sens de ce que vous venez de signaler sur comment, au niveau de la RH, on conçoit les recrutements. Voilà, je crois que ça, c'est le métier de la RH. D'enrichir et d'élargir, en fait, les fiches de poste. Les directeurs de ressources humaines travaillent dans ce sens-là et ils sont bien conscients que la fiche de poste, elle doit aller au-delà de la simple exécution technique du métier. Donc, elles sont aujourd'hui, les fiches de poste, et surtout pour les cadres, encore une fois, elles sont enrichies, mais pas que pour les cadres, à plusieurs niveaux, y compris les cadres de maîtrise, etc. La problématique managériale est très forte. Bon, je vous pose une dernière question. On a beaucoup de questions, malheureusement, on ne pourra pas toutes les aborder en temps réel. Également, quelqu'un qui rebondit sur l'accompagnement de la mobilité des cadres. C'est la vraie problématique, apprendre à accompagner les mobilités de cadres, parfois à les anticiper, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Pour cela, il faudrait un vivier de cadres. Les écoles de cadres en interne pourraient être une réponse. Oui, mais pour avoir une école de cadre en interne, ou un vivier de cadre en interne, il faut avoir une grosse collectivité, il faut avoir des possibilités. Je pense qu'il y a de très grandes collectivités qui ont ça, qui ont déjà mis en place ça. Je pense qu'à la mairie de Paris ou à la mairie de Lyon, dans des collectivités de cette importance, ça existe. Après, c'est compliqué à structurer. Après, je dirais, ce serait plutôt le rôle d'un établissement public fédérateur. Global, bien sûr. Comme le Centre national de fonction publique territoriale. Et puis un réseau comme Étoile, de façon informelle, va aussi favoriser ça, parce que c'est un réseau qui va permettre à chacun de se mettre en avant, de créer son réseau et aussi de pallier ce genre de manque. Merci beaucoup Stéphane Peintre. Nous avions on revient au sondage que nous vous avons soumis, chers internautes. Donc, et de votre côté, utilisez-vous les réseaux comme levier de mobilité? Vous êtes 68% à nous dire que oui. Donc là encore, on a affaire à une population qui est très aguerrie sur les réseaux. Et je vous propose du coup d'aborder la troisième partie qui va être beaucoup plus sur cette thématique autour donc de notre réseau professionnel réservé à la fonction publique territoriale qui s'appelle Étoile. Et l'enjeu donc de cette partie que je vais animer, c'est de vous expliquer de façon très pratique les conseils qu'on vous donne pour utiliser ce réseau de la manière la plus efficace. Alors, là encore, ça va faire écho à ce que vous venez de nous dire, mais
vous êtes 6 cadres sur 10 dans le sondage que nous avons effectué il y a quelques mois nous disent qu'ils sont en veille active. Et près de 80%, 77% nous disent qu'ils sont tout à fait conscients que le réseau est important et qu'ils l'entretiennent, donc leur réseau professionnel, ils l'entretiennent régulièrement. Stéphane, vous disiez tout à l'heure, il faut cultiver, j'ai noté la phrase, cultiver son milieu professionnel, je trouve ça très, très approprié. C'est vraiment comme un champ qu'il faut arroser, dont il faut s'occuper. Ça ne se passe pas tout seul et c'est un travail vraiment long cours. Alors, finalement, Étoile, qu'est-ce que c'est? C'est donc un réseau social professionnel qui vous est dédié. Parce qu'on s'est rendu compte, on connaît bien, vous savez, chez VK, la fonction publique territoriale, on est vraiment très près de territoire, on a des contacts quotidiens avec vous. Et on s'est rendu compte que vous aviez des codes et des valeurs qui vous sont propres, que vous ne vous retrouviez pas nécessairement dans les grands réseaux professionnels qui sont par ailleurs de grande qualité comme LinkedIn, mais que vous vous sentiez un petit peu noyé dans des échanges qui étaient beaucoup plus liés au privé, avec des codes que vous ne retrouviez pas. Et on s'est dit que c'était justifié de vous offrir un outil qui vous serait propre, dans lequel vous vous retrouviez entre vous pour échanger sur vos problématiques avec vos propres façons de voir les choses. Pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec le réseau, ça peut être intéressant de rappeler les grands modes de fonctionnement du réseau, les grands modes vertueux, on va dire. La première chose, c'est que dans un réseau professionnel, on va vous donner la possibilité, via quelque chose qui va ressembler à, on appelle ça le profil, hein, mais c'est une sorte de CV, simplement c'est plus opérationnel, plus concret. Ça vous permet, cet espace, d'expliquer qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous savez faire, sur quel projet vous avez travaillé, et donc, avec vos propres mots, de valoriser les sujets sur lesquels vous avez travaillé et les compétences que vous avez. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut bien travailler sur son profil et sur bien choisir ses mots. On le verra de façon un peu plus concrète tout à l'heure. Le deuxième volet, c'est développer son réseau. Donc, vous savez que dans un réseau professionnel, vous avez la possibilité, une fois que vous avez créé votre profil, de vous construire votre réseau, donc de choisir d'inviter des personnes de votre entourage qui vont constituer votre carnet d'adresses professionnelles. Ce qui est extrêmement important dans un réseau comme Étoile, c'est que ce réseau, vous allez le garder, il va vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle, quels que soient les mouvements que vous allez rencontrer. Et effectivement, les personnes que vous avez connues pendant votre première expérience, deuxième, troisième expérience professionnelle, ce sont des compagnons au long cours de votre carrière et qui peuvent, même si vous êtes perdu de vue, devenir précieux et rester des gens importants dans votre carrière. Donc, c'est quelque chose, cet accompagnement au long cours, il est très précieux. Stéphane Pâtre le disait tout à l'heure, c'est important dans son carnet d'adresses, quand vous construisez votre réseau, de penser un petit peu dans toutes les dimensions de votre job. C'est-à-dire, si vous êtes technicien, on va dire si vous êtes juriste pour changer de sujet, ben évidemment, vous allez avoir sûrement dans votre réseau d'autres juristes, d'autres collectivités, voire même d'autres entités. Mais néanmoins, vous allez aussi travailler au sein d'un territoire, ancré dans ce territoire. Et donc, c'est aussi important que vous créiez, que vous rajoutiez dans votre carnet d'adresses les liens que vous pouvez avoir avec tous les autres métiers, avec vos collègues sur le territoire, parce que c'est avec eux que vous travaillez au quotidien. Et puis, peut-être que vous serez impliqué dans un syndicat, une association, hein, l'association des juristes territoriaux, par exemple, et là, ben, ce sera naturel que vous vous associez aussi avec des personnes de cette association. Et puis, vous assisterez à des événements, vous aurez des formations qui vous permettront, là encore, d'élargir votre réseau. Et les personnes qui font sens avec votre action professionnelle, c'est important de les avoir dans votre réseau. Troisième pilier du réseau, c'est le fait d'échanger et de partager. Évidemment, un réseau, ça sert à quoi? Ça sert à apprendre ce que les autres ont à vous apprendre sur leur activité, sur les évolutions des territoires, sur les projets, mais aussi vous aussi à partager. C'est-à-dire c'est un endroit d'échange et d'une certaine générosité. Hein. Quand on est sur un réseau, on ne pense pas à un retour immédiat, on pense à rendre service, mais aussi le réseau peut vous rendre service. C'est quelque chose c'est vraiment des personnes qui sont là pour vous accompagner dans votre activité professionnelle. Et donc, le fait de partager, c'est aussi une forme de valorisation qui est très forte. On va le voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de moyens, quand vous êtes sur un réseau professionnel, de vous valoriser sans pour autant crier cocorico, parce que ça, c'est jamais apprécié, mais de vous valoriser qualitativement auprès de votre réseau. C'est la façon d'être visible, hein. C'est
le quatrième volet, vous n'existez sur un réseau professionnel que si vous communiquez. Si vous ne faites que créer votre profil, personne ne va venir regarder votre profil à longueur de journée. Les gens, le réseau va vous voir parce que vous communiquez, parce que vous êtes actif. Donc, c'est important d'être actif et d'intervenir très régulièrement sur le réseau. Donc, pour conclure, c'est vraiment un outil formidable pour dynamiser sa carrière et c'est vraiment un travail qui doit être fait au long cours, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment où on veut changer de job qu'il faut commencer à se dire « je construis mon réseau ». C'est parce que vous avez un réseau qualitatif que vous avez construit de façon progressive et vertueuse pendant des mois, des années, que le jour où vous avez envie de bouger, votre réseau va être à l'écoute et va venir, ou même va anticiper et va venir vous proposer des opportunités professionnelles avant même que vous soyez en mobilité active. De façon plus concrète, je souhaitais pouvoir vous montrer comment ça se présente et illustrer ce qu'on vient de dire. Donc, j'ai pris le profil de Claude Soré-Virol qui nous a fait l'amitié de nous autoriser à la prendre en exemple, donc qui est DGA ou SIG Grande Couronne et qui, au CIG Grande Couronne, pardon, Centre de gestion Île-de-France, et qui aussi a d'autres engagements paraprofessionnels comme nombre d'entre vous. Donc, ça, c'est son profil. Et donc, vous voyez que au-delà de dire ce qu'elle fait, elle a aussi un petit espace, vous voyez, qui est entre guillemets, où elle a décrit, c'est un espace que nous avons prévu sur Étoile pour pouvoir exprimer votre credo, votre engagement clé, les points sur lesquels vous êtes particulièrement sensible. C'est des choses aussi qui permettent de mieux vous connaître. Donc, c'est intéressant à renseigner. Ensuite, sur le parcours, ce qui va être important, c'est de trouver les bons mots-clés, de donner vraiment les informations clés qui permettront à votre réseau de savoir ce que vous avez fait, quelles sont vos responsabilités. Ensuite, il y a une case en bas à droite qui est entourée, qui s'appelle engagement paraprofessionnel, qui est très importante, que vous nous avez demandé, vous, acteurs de la territoriale, puisqu'on a construit ce réseau avec vous, on l'a construit en y embarquant les spécificités que vous souhaitiez y voir figurer. Ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas nécessairement de la même manière sur d'autres réseaux. Tout simplement, vous nous avez dit, on a beaucoup d'engagements paraprofessionnels, on est beaucoup dans des syndicats, dans des associations, on est parfois auteur chez des éditeurs comme VK, mais ça peut être d'autres acteurs du marché, on est parfois formateur au CNFPT ou ailleurs, et ça, c'est des choses qui sont très importantes dans dans ce que vous êtes finalement professionnellement. Et c'est aussi des choses qui sont importantes pour votre réseau. Vous n'êtes pas que responsable d'un poste, mais vous avez aussi ces engagements paraprofessionnels qui vous qualifient et qui font que vous êtes quelqu'un de riche. Troisième élément aussi, c'est que vous voyez que vous nous avez demandé de le concevoir de manière géographique ce réseau, c'est-à-dire de pouvoir faire des recherches par région, parce qu'on l'a dit, la territoriale, c'est une implantation géographique qui est extrêmement vaste, avec des spécificités territoriales fortes, et donc le fait de pouvoir rechercher vos pairs dans différentes régions, dans différents lieux géographiques, terroirs, on va dire, c'est important. Voilà, et donc là, vous voyez que Claude Soré-Virol a 96 contacts, et donc c'est important aussi d'entretenir ce réseau, de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre, d'atteindre un certain seuil critique, parce que c'est ce réseau-là qui va, auprès duquel vous serez visible. Donc, c'est important que vous puissiez avoir des contacts qualifiés, que vous puissiez enrichir régulièrement. C'est à ça que sert un réseau. Alors maintenant, une fois que vous avez donc créé votre profil et créé votre réseau au fil de l'eau, vous allez aller sur votre fil d'actualité, votre mur d'actualité. Et dans ce mur d'actualité sur lequel nous sommes maintenant, vous allez à la fois voir défiler tout ce que vos contacts dans votre réseau professionnel communiquent. Donc, ça peut être des articles de presse, ça peut être relayer des événements auxquels vous participez, ça peut être commenter de l'actualité, ça peut être valoriser un projet qui arrive à son terme dans votre collectivité ou des initiatives qui ont été prises par votre collègue. C'est extrêmement varié. C'est ça qui va faire l'intérêt et la richesse de ce que vous allez communiquer. Ce qui est absolument crucial, c'est de communiquer régulièrement. Donc, vous voyez dans la case qui est entourée en orange, publier un lien ou un message. Sur Étoile, vous pouvez
publier une photo, publier un lien, publier un message. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer régulièrement. C'est ce que votre réseau va voir de vous. Ce qui est important aussi, c'est de choisir une sorte de ligne éditoriale, c'est-à-dire que s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, hein, typiquement, je sais que Claude Soré-Virol, c'est un des sujets qui nous tient vraiment à cœur, c'est le management, c'est l'accompagnement de ses collaborateurs. C'est quelque chose sur lequel elle publie beaucoup. Il y a des personnes dans notre réseau qui sont très intéressées à tout ce qui est accompagnement du bien-être au travail, fusion, toutes les problématiques de fusion de services qui sont ô combien à l'ordre du jour. Voilà, et par définition, si ce sont des sujets qui vous intéressent, ce seront des sujets qui intéresseront beaucoup de contacts dans votre réseau et donc qui attireront aussi positivement l'attention sur vous. C'est aussi un lieu où vous serez au courant de la mobilité. Il y a beaucoup d'offres d'emploi ou en tout cas de besoins de personnes, de recherche de profils particuliers qui seront communiqués par vos contacts et vous pourrez aussi l'utiliser en tout ce sens. Vous avez aussi, vous voyez sur la droite, un carré qui s'appelle « Suivre les ambassadeurs ». Nous avons un certain nombre de personnes un petit peu phares, de personnalités phares du secteur qui nous ont fait l'amitié d'accepter de devenir ambassadeurs du réseau Étoile et donc qui tiennent au courant les internautes que nous sommes de l'évolution de leur activité, de leur choix, de leur point de vue. Donc, vous pouvez vous abonner aux ambassadeurs également. Donc là, nous avons vu vraiment les principaux leviers de fonctionnement du réseau Étoile. C'est un réseau qui vous permet de vous inscrire dans le temps et d'avoir une attitude proactive en matière de mobilité au long cours. Donc vraiment, c'est quelque chose on a déjà des milliers et des milliers et des milliers d'inscrits, donc on a déjà une très forte représentativité du secteur et ça continue. On va continuer très très activement à développer Étoile, vous nous verrez sur tous les salons, vous nous verrez dans tous les événements et on vous proposera beaucoup de développement autour de l'emploi. On a une application qui va sortir et pour ceux qui communiquent beaucoup, c'est beaucoup plus pratique, on nous a fait la remarque de communiquer à partir de son smartphone que parfois sur l'ordinateur. Donc, vous pourrez utiliser le réseau de la manière la plus pratique. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous envoyer toutes vos questions sur utiliser un réseau, ce n'est pas toujours trivial, ce n'est pas toujours intuitif, ce n'est pas toujours simple, même si c'est fait pour être utilisé de façon très, très simple. Les bons usages, on peut vous aider à les acquérir, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et c'est un très très bel outil pour développer tout ce qu'on s'est dit ce matin, c'est-à-dire prendre en charge son destin professionnel et se mettre en avant dans ce monde où finalement les cadres territoriaux plus que jamais ont la main pour gérer leur mobilité et en tout cas prendre des initiatives de ce côté-là. Donc, si vous êtes au moins la moitié des internautes déjà inscrits à Étoile et j'espère que vous y trouvez de l'intérêt et que notre séance d'aujourd'hui va renforcer l'usage et le développement d'Étoile auprès de vous. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, hein, c'est tout simple, hein, vous vous connectez sur l'URL que vous voyez là, www.communauté-étoile.fr et vous allez retrouver énormément de contacts à vous qui sont déjà dessus, que vous pourrez inviter. C'est gratuit. Et donc, je crois qu'on a une question autour d'Étoile, enfin en tout cas du réseautage. Hein. Encore faut-il acculturer les acteurs au réseautage. Quelle solution pour cette acculturation? Alors, je pense qu'il n'y a pas de... Donc, moi, ce que je comprends, c'est comment développer les bons usages. Les bons usages, c'est des choses qui se pratiquent. Ça ne s'apprend pas à l'université ni en formation. C'est vraiment, il faut l'utiliser au quotidien, voir comment les autres font et se lancer. Je crois que c'est surtout, nous, ce qu'on recommande, c'est un usage régulier. Ce qui est important, c'est que ça devienne quelque chose que vous preniez l'habitude d'utiliser régulièrement. Vous utilisez les gens que vous rencontrez, vous les invitez au fur et à mesure que vous rencontrez des personnes intéressantes autour de vous, vous les invitez sur votre réseau et vous essayez de communiquer 1 à 2 fois par semaine. Et c'est cette régularité qui va faire que ça va devenir un jeu d'enfant pour vous de communiquer. C'est très simple, il faut simplement prendre l'habitude de le faire et être en éveil sur les éléments qui vont pouvoir vous aider dans la recherche
d'un nouveau poste, vous aiguiller, vous donner des idées, des personnes qui pourraient vous être utiles, soit à titre, non pas pour devenir votre employeur, mais aussi pour vous donner des conseils. Hein, ça sert aussi à ça, un réseau professionnel. Je vous remercie infiniment à tous les deux, Stéphane Peintre, Jean-Robert Massini, d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été nombreux derrière votre ordinateur pour nous suivre. On espère que vous avez apprécié ces échanges et on vous retrouve très prochainement pour d'autres webconférences chez VK. Merci à tous et bonne journée.